Je vais maintenant appeler Christian Huglot. Christian Huglot, qui est directeur général du cabinet d'avocats Huglot-Lepage, qui a contribué à la Déclaration des droits de l'humanité et à une gouvernance mondiale du changement climatique. Donc, Christian, vous allez nous expliquer tout ceci. Merci de votre invitation. Je voudrais vous laisser passer un message d'espérance parce que je vais vous parler de décisions du juge qui sont en elles-mêmes des messages tout à fait importants et qui sont de nature à transformer le droit international qui, effectivement, est assez peu exigeant. J'avais parlé l'année dernière à Myriam des études que je menais sur les décisions des juges en matière climatique dans toutes les nations. Au moment où je travaillais l'année dernière, à la même époque, il y en avait 500. Au mois de mars, il y en a 700. Et actuellement, on dépasse 1000 décisions. Et vous savez comment ces décisions des juges ont un retentissement absolument considérable. Rappelez-vous ce qui s'est passé cet été. La décision Monsanto, un tribunal de Californie, révolutionne effectivement la situation sur la prise en considération de la santé publique. Quelques jours après, la Cour suprême des États-Unis fait un pied de nez au président Trump alors qu'il a nommé les juges conservateurs en déclarant recevables les recours des jeunes Américains à propos du réchauffement climatique. Donc il y a effectivement dans la décision des juges nationaux, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, de quelque État qu'elles viennent, une résonance absolument extraordinaire et qui est, à mon avis, de nature à construire l'avenir. Alors ce qui est important de retenir, c'est que, effectivement, la décision des juges dépasse la parole politique. La parole politique, une parole qui vole et s'envole, tandis que la décision des juges est une décision qui fixe, qui est rendue à partir d'une procédure qui est dite scientifique, puisque c'est le contradictoire, avec des experts, et peut construire petit morceau par petit morceau le droit dont nous avons besoin. Alors, évidemment, dans le cadre de la transition énergétique, leur décision est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que la COP21, l'accord de Paris, fixe des objectifs, moins 2 degrés, mais où sont les moyens ? Qu'est-ce que le droit international nous dit quelque chose sur les moyens ? Eh bien non, ce sont les décisions des juges, je vais vous le montrer, dans différents sujets sur la question de la responsabilité et sur la question des moyens et des procédures qui vont fixer effectivement le moyen à mettre en œuvre pour arriver à cette transition énergétique. Et donc on peut dire aussi que parallèlement à la transition énergétique, il y a une sorte d'évolution et de révolution juridique et une transition juridique absolument essentielle. Alors, quand on regarde toutes les décisions de justice, on ne va pas aller dans le détail, je suis un technicien, mais ce qui est extraordinairement passionnant et merveilleux, c'est que les juges, pour pouvoir aller vers l'universel, s'affranchissent des règles qui les jugulent, puisqu'ils ne sont compétents que territorialement, ils ne sont compétents que pour les personnes qui ont intérêt pour agir. Eh bien, les juges balayent la compétence, les juges balayent l'intérêt pour agir. Ce qui est très difficile pour eux, en fait, en réalité, ce sont les questions de preuve. Et malheureusement, les juges ne peuvent s'appuyer que sur les décisions du GIEC, c'est-à-dire ces décisions extrêmement importantes, merveilleusement et techniquement élaborées, mais qui sont destinées aux politiques et qui ne sont pas destinées à figurer dans un débat contradictoire devant un juge, car une expertise se déroule devant un juge. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'associations qui ont pratiquement travaillé pour déterminer les responsabilités en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous avez deux sortes de procès. Vous avez des procès qui sont assez faciles à réaliser, qui sont ce qu'on appelle des procès en carence contre les États, parce qu'on dit que les États n'en font pas assez. Vous avez eu la fameuse décision Urgenda l'année dernière, à la veille de la COP21, qui a dit que la Hollande n'en faisait pas assez. Et ça a donné une teinture, si j'ose dire, aux délégués de réflexion, parce que l'un des délégués a dit devant cette décision de justice « Je croyais défendre mon pays, j'ai compris que je devais défendre l'humanité tout entière ». Et vous avez la décision Urgenda, vous avez la décision Legari au Pakistan, où un juge a eu l'audace de nommer une commission pour pallier la carence du législateur qui ne voulait pas légiférer en matière climatique. Alors, vous avez donc des décisions contre les États en carence. Ça se multiplie aux États-Unis, au Children's Trust. Ça se multiplie en Europe. Le 13 août dernier,
la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision importante acceptant la recevabilité de 37 personnes, dont le premier requérant est M. Carvalho, qui contestent effectivement le règlement de 2018, au terme duquel l'Europe a dit « je vais faire moins 40%, et la requête demande effectivement à ce que l'Europe fasse au moins moins 50%. Donc vous avez des recours qui sont lâchés partout et qui sont effectivement conduits à obliger les États à changer de politique. Mais vous avez aussi aux États-Unis une furieuse, si j'ose dire, épidémie de procédures de justice. La Californie a lancé des quantités de procès avec toutes ses collectivités publiques, la ville de New York également, pour attraper les plus grandes entreprises pétrolières responsables du mensonge en matière climatique. Ce qui est extraordinaire quand vous lisez les assignations qui sont faites, effectivement, tout le récit des assignations, avant le problème du lien de causalité entre la politique pétrolière, le réchauffement climatique, etc., montre le mensonge. Et pour les États-Unis, mentir à un juge, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, vous avez un enchaînement, si vous voulez, de la justice climatique à partir de la faute de droit commun, le mensonge à proprement parler, qui permet effectivement d'aboutir à un résultat. Alors, ce qui est intéressant, point de vue technique, j'ai le document, je vous le ferai communiquer, c'est qu'il y a un rapport américain qui s'appelle le rapport I2, HEDE, qui nous donne le taux de responsabilité de toutes les grandes entreprises. Alors, je ne veux pas aller dans le détail. Total est fixé à quelques pourcents. RWE en Allemagne est fixé à 0,47%. Lafarge est fixé, etc. Toutes les grandes entreprises sont fixées à partir d'une expertise sur leur responsabilité. Alors, la jolie question qui se pose en droit est la suivante. Il y a un procès en Allemagne actuellement qui est fait par un agriculteur des Andes et qui est dit, vous, RWE, en augmentant des 0,47%, effectivement, vous m'avez causé un dommage sur le glacier qui est au-dessus de moi et qui risque de s'écrouler, enfin de fondre un jour. Donc toute la difficulté du sujet, c'est de savoir comment prendre ces 0,47% en responsabilité. Mais même si c'est 0,47%, ça n'a pas d'importance. Au contraire, il y a la démonstration d'un lien de causalité aussi tenu que soit-il. Donc, quand on entre dans une phase de mise en responsabilité, on peut continuer effectivement à imaginer à partir de ces règles de responsabilité, des règles de prévention. Je vous rappelle que le droit de l'environnement français s'est construit à partir de la responsabilité en matière environnementale, à partir du dommage écologique. Et c'est l'invention du dommage écologique qui a créé effectivement l'étude d'impact pour effectivement prévenir. Toutes les procédures ont été établies à ce moment-là. C'est toute une série de procès que nous avons menés avec Corinne Lepage en son temps. Mais ce que je voulais vous dire, et pour notre sujet à proprement parler, il y a 3 grandes décisions qui vous intéressent en matière de transition énergétique. Une première décision qui est rendue en Afrique du Sud et qui dit qu'on ne peut pas construire une centrale thermique sans une étude d'impact internationale climatique. Donc vous avez des décisions de justice de la Cour suprême. Vous avez donc sur la prévention, il y a eu des procès qui ont été faits par les îles Fidji contre la Roumanie parce que la Roumanie construisait une centrale à charbon. Enfin, l'affaire s'est plus ou moins arrangée, elle n'a pas été jusqu'au bout, mais vous voyez qu'il y a une possibilité d'avoir une jurisprudence mondiale. Une cité, une île, à des milliers de kilomètres, peut effectivement, comme cet agriculteur andin, saisir le juge. Alors, ce qui est important techniquement, c'est, je crois, la chose la plus... Enfin, il y a d'autres décisions en matière de transport, beaucoup de décisions ont été rendues en matière d'aéroport. La Cour suprême de Vienne, enfin, en Autriche, n'a pas approuvé finalement la décision du tribunal de première instance qui avait dit que construire une nouvelle piste augmentait les risques de réchauffement climatique. Alors, la Cour a dit que le principe du droit individuel à l'environnement était acquis, mais que la preuve n'était pas rapportée en l'espèce. Mais on voit que se construit un droit supérieur. Et un droit supérieur que les juges américains ont sorti, qui me paraît extrêmement important et intéressant. C'est un retour, tenez-vous bien, au droit naturel. Le juge dans l'affaire Juliana aux États-Unis a été jusqu'à déclarer que l'intérêt à agir de ces jeunes Américains All Children Trust était supérieur à l'intérêt que représentait la Constitution américaine, parce que la Constitution américaine pouvait disparaître. D'ailleurs, techniquement, le 10e amendement de la Constitution américaine réserve ce droit naturel.
Dans nos démocraties, on ne parle que de droit positif, mais très curieusement, effectivement, dans la jurisprudence américaine, il y a place pour le droit naturel. Alors, comment conclure tout cela, si vous le voulez bien, très rapidement? D'abord, premièrement, la transition énergétique vient d'en haut, et donc pratiquement elle est prise en considération. Deuxièmement, le contentieux s'accélère. Et ça, évidemment, on ne peut pas demander au juge de traiter en 5 minutes, mais le contentieux s'accélère. Et puis, comment dirais-je, le juge, finalement, est un juge qui construit, et indépendamment du pouvoir politique. Je suis extrêmement frappé du courage des juges fédéraux américains qui n'ont absolument rien à faire de la politique de M. Trump. D'ailleurs, petit détail technique pour terminer, pour votre information, M. Trump n'est pas dégagé de l'accord de Paris. Il ne peut pas le faire techniquement parce qu'il y a un délai de 5 ans. Le délai de 5 ans va tomber au moment de sa réélection. Mais espérons qu'à ce moment-là, il y aura une belle jurisprudence. Je vous remercie de votre attention. Merci.